Les manuels d'histoire nous donnent la vue d'ensemble. Les grands conquérants. Les batailles légendaires. Mais les histoires vraiment fascinantes, elles se cachent ailleurs. Loin des gros titres. Loin des salles de classe. Aujourd'hui, on plonge dans 20 faits historiques que vous n'avez jamais entendus comme ça. Certains vont vous surprendre. D'autres vont vous faire secouer la tête. Et certains vont changer tout ce que vous croyez savoir. Restez là. Ça vaut le coup. Numéro 1. Le petit âge glaciaire qui a mis l'Europe à genoux. Entre environ 1300 et 1850, il s'est passé quelque chose que les livres d'histoire mentionnent à peine. Les températures dans l'hémisphère nord ont chuté. Pas brutalement. Pas d'un coup. Mais inexorablement. Et les conséquences? Dévastatrices. Les récoltes traditionnelles ont échoué. Le blé ne poussait plus. À la place, le seigle et l'orge ont envahi les champs. Pas par choix, mais par pure nécessité. Des villages entiers mouraient de faim. Des familles creusaient des racines dans une terre gelée. Des famines ont ébranlé des sociétés entières et déstabilisé des royaumes. L'art de cette époque en porte les traces. Des paysages divers, des scènes glaciales, la lutte pour survivre peinte sur toile, un contraste saisissant avec les représentations florissantes des siècles précédents. La Tamise elle-même a gelé plusieurs fois. Et sur cette glace sont nées les fameuses Frost Fairs. Des marchés, des concerts, même des défilés d'éléphants en plein milieu de Londres. Ça paraît irréel. C'était pourtant la réalité amère d'une époque désespérée. Et les Vikings au Groenland? C'est que le petit âge glaciaire a rendu leur mode de vie agricole tout simplement impossible. Une civilisation entière, construite sur des générations, chassée par le froid, pas par des ennemis, par la météo. Numéro 2. Le secret le plus douloureux de Washington. Sa bouche. George Washington, premier président des États-Unis. Icône. Légende. Et un homme qui a souffert pendant des décennies de douleurs dentaires insupportables. Le cliché dit « des dents en bois ». La vérité est bien plus bizarre. Les prothèses de Washington étaient en fait d'or, de plomb, d'ivoire et de vraies dents humaines ainsi que de dents animales. Oui, vous avez bien entendu. Quand il a prêté serment, il ne lui restait plus qu'une seule dent naturelle. Une seule. Ses problèmes dentaires avaient commencé dès la vingtaine. Chaque décennie, il en perdait davantage. Chaque prothèse mal ajustée lui causait des douleurs constantes. Ces souffrances ont marqué son visage, modifié ses traits et influencé sa carrière politique. Son discours inaugural est encore aujourd'hui le plus court de toute l'histoire des États-Unis. Une coïncidence? Difficile à croire. Dans les rassemblements publics, il restait souvent silencieux, semblait distant, froid, insaisissable. La postérité y a vu une dignité présidentielle. En réalité, il avait juste très mal aux dents. L'histoire est parfois terriblement humaine. Numéro 3. La guerre que l'Australie a perdue contre des oiseaux. 1931. L'Australie est en pleine crise agricole. La Grande Dépression frappe durement les fermiers. Et comme si ça ne suffisait pas, un nouvel ennemi surgit. Pas un être humain. Pas une catastrophe naturelle. Des émeus. Des milliers de ces immenses oiseaux, incapables de voler, envahissaient les terres cultivées de l'Ouest australien à chaque saison de reproduction, dévastant méthodiquement les champs des agriculteurs, dont beaucoup étaient d'anciens soldats de la Première Guerre mondiale qui avaient reçu ces terres après le conflit. Les fermiers ont alerté le gouvernement. Le gouvernement a envoyé l'armée, avec des mitrailleuses, contre des oiseaux. Ce qui a suivi est l'un des épisodes les plus grotesques et les plus embarrassants de l'histoire militaire australienne. Les émeus ont gagné. Rapides, agiles, se dispersant en petits groupes, ils ont déjoué toutes les stratégies. Même les rafales de mitrailleuses ne faisaient presque rien. La presse s'est moquée et l'opinion publique s'est indignée. L'opération a été abandonnée. À la fin, c'est un simple système de primes qui a réglé le problème, là où les mitrailleuses avaient brillamment échoué. L'histoire appelle ça la Grande Guerre des émeus. L'Australie préfère ne pas en parler. Numéro 4. La ville qui n'arrivait plus à s'arrêter de danser. Juillet 1518. Strasbourg. Une femme appelée Frau Trophéa sort dans la rue et commence à danser, sans raison apparente. Pas de fête, pas de musique, rien. Elle ne s'arrête pas. Un jour, 2 jours, une semaine entière. Son corps saigne, ses pieds sont en lambeaux. Mais elle continue.
puis d'autres la rejoignent. 10, 50, 100. En l'espace d'un mois, jusqu'à 400 habitants sont pris par cette envie irrésistible de danser, et sans pouvoir s'arrêter. Certains s'effondrent d'épuisement. D'autres meurent. Les médecins de l'époque diagnostiquent du sang surchauffé et recommandent encore plus de danse. On loue des salles, on engage des musiciens dans l'espoir que les malades puissent se fatiguer. Ça n'a servi à rien. L'Église parle de châtiment divin. Les théories modernes évoquent une hystérie collective, ou l'ergotisme, une intoxication causée par des champignons dans le seigle, pouvant provoquer des hallucinations et des crampes musculaires. La vérité ? Toujours inconnue. Ce qui reste, c'est une image terrifiante. Une ville entière, prisonnière d'une danse que personne n'a commencé et que personne n'a pu arrêter. Numéro 5. La vraie vie des pirates. Sans le glamour. Hollywood adore les pirates. La liberté, l'aventure, et les trésors, le rhum. La réalité était tout autre, radicalement différente. Un navire pirate, c'était sale, dangereux et mortel. Les eaux douces manquaient. La nourriture fraîche, introuvable. Du pain racimoisi, de la viande rance, de l'eau croupie. Le scorbut, causé par un manque aigu de vitamine C, rongeait les équipages. Les dents tombaient. Les blessures ne cicatrisaient pas. Et il y avait encore les tempêtes, les batailles, les naufrages. L'espérance de vie à bord était effrayante. La plupart des pirates mouraient jeunes et misérablement. Et pourtant, à bord des navires pirates, il y avait quelque chose d'étonnant. Quelque chose que presque personne ne connaît. Une forme primitive de démocratie. Les capitaines étaient élus. Les quartiers maîtres aussi. Il existait même une sorte de système d'assurance. Celui qui perdait une main au combat recevait une indemnité fixe. C'était plus progressiste que bien des marines officielles de l'époque. Mais ne vous y trompez pas. La liberté avait un prix. Et ce prix, c'était le plus souvent la vie. Numéro 6. Le calendrier que la moitié du monde a refusé. 1582. Le pape Grégoire XIII réforme le calendrier. Une correction scientifiquement nécessaire et depuis longtemps attendue pour replacer l'équinoxe de printemps au 21 mars, là où il se trouvait lors du concile de Nicée en 325. Ça semble raisonnable, logique. Mais les pays protestants et orthodoxes, ils ont immédiatement flairé le piège. Un complot papal ont-ils soupçonné. Une conspiration catholique cachée derrière une façade scientifique. La Grande-Bretagne et ses colonies, dont le futur États-Unis, ont attendu jusqu'en 1752, soit 170 ans plus tard. La Russie n'a adopté le calendrier qu'après la révolution bolchevique de 1918. Résultat, pendant des décennies, des régions différentes vivaient tout simplement à des dates différentes, le même jour. Des lettres arrivaient avec de mauvaises dates. Des contrats devenaient caducs. Des anniversaires tombaient des jours différents selon les pays. L'histoire du calendrier grégorien n'est pas une chronologie ennuyeuse. C'est une leçon sur la façon dont même la vérité scientifique la plus sobre peut s'effondrer face à la méfiance, à la religion et à la politique. Numéro 7. Napoléon n'était pas petit. L'un des clichés les plus tenaces de l'histoire. Napoléon Bonaparte. Le petit dictateur avec son grand complexe. Court. Amer. Qui compense, tout faux. Napoléon mesurait environ 1,67 m. Légèrement au-dessus de la moyenne pour un Français de son époque. Le malentendu est né d'une simple erreur de mesure. Sa taille avait été indiquée en pied de français, le pied du roi, qui est plus long que le pied anglais. À la conversion, le chiffre erroné est apparu. Les caricaturistes britanniques s'en sont emparés avec enthousiasme. Ils ont exagéré. Ils ont diffusé l'image du petit tyran rageur dans toute l'Europe et au-delà. Et le monde l'a cru. Pendant des siècles. Un mensonge répété si souvent qu'il est devenu vérité historique. La prochaine fois que quelqu'un parle du complexe d'infériorité de Napoléon, pensez-y. Numéro 8. Le secret honteux derrière le mont Rushmore. 4 présidents taillés dans la roche. Un symbole de grandeur américaine et d'identité nationale. Mais avant que le premier burin s'attaque à la pierre, cette montagne avait déjà un nom. Un autre nom. Les Lakota Sioux l'appelaient les Six Grands-Pères. Une terre sacrée. Leur terre. Depuis des générations. Dans le traité de Fort Laramie de 1868, le gouvernement américain reconnaissait officiellement les Black Hills comme faisant partie de la Grande Réserve Sioux. Une promesse solennelle. Puis on a trouvé de l'or. Et la promesse?
brisés. Les Lakota ont été chassés, leur terre leur a été arrachée, leurs protestations ignorées. Et sur leur montagne sacrée, la montagne des 6 grands-pères, on a gravé des visages de présidents. Le mont Rushmore n'est pas qu'un monument pour les uns. C'est aussi un monument pour ce qu'on a volé aux autres. Numéro 9. La Grande Muraille de Chine était un poste de douane. La Grande Muraille, construite pour repousser les envahisseurs, arrêter les armées mongoles, sécuriser les frontières de l'Empire. C'est comme ça qu'on la connaît. Mais la vérité entière est plus complexe et économiquement bien plus intéressante. Sous l'empereur Qin Shi Huangdi, vers 221 avant notre ère, les tours de guet et les postes de contrôle le long de la muraille servaient également de véritables postes de douane. Les marchands de la route de la soie étaient enregistrés. Les marchandises étaient vérifiées et taxées. L'immigration et l'émigration étaient contrôlées et régulées. La muraille n'était pas seulement un rempart, c'était une frontière d'État, un outil économique, un appareil de surveillance et une démonstration de puissance. Tout ça gravé dans la pierre sur des milliers de kilomètres. Numéro 10. La vérité sur les Vikings. Des casques à cornes, des barbes sauvages, des pillards brutaux terrorisant les villages côtiers. C'est l'image qui reste. Mais elle est presque entièrement fausse. Les Vikings étaient des commerçants, des explorateurs, des diplomates, des colons et des artistes. Leur production culturelle était riche, nuancée et d'une portée considérable. Ils pratiquaient l'agriculture, ils pêchaient. Ils forgeaient des objets métalliques d'une finesse remarquable. Et ils ont atteint l'Amérique du Nord, prouvée à Terre-Neuve, des siècles avant Colombe. Les fameux casques à cornes, une invention des artistes romantiques du XIXe siècle. Aucune découverte archéologique de l'époque viking ne les confirme. Ce qu'on a vraiment trouvé? Des casques simples, fonctionnels, sans le moindre ornement. Les Vikings étaient bien des choses. Mais le cliché qu'on connaît est avant tout une invention de l'époque moderne. Numéro 11. Le ketchup a commencé comme une sauce de poisson. Le ketchup. Ce condiment rouge, sucré, acidulé qu'on retrouve sur chaque barbecue. Tomates, sucre, vinaigre, c'est comme ça qu'on le connaît. Mais ses origines sont très loin de tout ça, et très loin des tomates. En Chine, il existait une sauce fermentée à base de poissons et d'épices appelée Ket Siap. Et piquante, intense, salée, pas du tout sucrée. Des navigateurs britanniques l'ont découverte au XVIIIe siècle, en ont été fascinés et ont rapporté l'idée chez eux. La version britannique a remplacé le poisson par des champignons, des noix et des huîtres. Toujours pas de tomates. Celles-ci n'ont fait leur apparition qu'au début du XIXe siècle, grâce à des cuisiniers américains qui ont expérimenté et transformé radicalement la recette. Ce qu'on trouve aujourd'hui dans chaque réfrigérateur est le résultat de siècles d'échanges culturels à travers les continents. Et ça n'a plus grand-chose à voir avec l'original chinois. Numéro 12. La bibliothèque qui savait tout. Et qui a disparu. La bibliothèque d'Alexandrie. Un nom qui résonne encore aujourd'hui. Et fondée au IIIe siècle avant notre ère en Égypte sous les Ptolémées. Des dizaines de milliers de rouleaux, certains estiment jusqu'à 400 000, couvrant la philosophie, l'histoire, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la littérature. Le centre du savoir du monde antique. Des savants de toute la Méditerranée faisaient le voyage pour apprendre, chercher, écrire, réfléchir. C'est là que se croisaient les idées du monde grec, égyptien, perse et indien. Une expérience unique de curiosité humaine. Et puis, tout a été détruit. Pas d'un coup. Par vagues, sur des siècles. Des incendies pendant la guerre civile de César, en 48 avant notre ère. Des troubles religieux. Des bouleversements politiques. La montée de l'Empire romain chrétien et le déclin systématique des institutions païennes. Et chaque événement emportait de nouveaux rouleaux. Irrémédiablement. Définitivement. Que contenaient ces rouleaux? Quelles découvertes, quelles idées, quelles histoires ont été perdues à jamais? On ne le saura jamais. La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas seulement une tragédie historique. C'est un avertissement à chaque civilisation qui croit que le savoir est acquis et impérissable. Numéro 14. Les Romains avaient l'eau courante et s'empoisonnaient avec. 11 aqueducs alimentaient la ville de Rome en eau fraîche. Des bains publics, de somptueuses fontaines, l'eau courante dans les maisons privées. Ce n'était pas une utopie lointaine, c'était le quotidien romain dans une ville de plus d'1 million d'habitants. Le système d'égout, la célèbre Cloaca Maxima,
l'une des premières canalisations du monde, évacuait les déchets directement dans le Tibre et réduisait considérablement la propagation des épidémies. Un chef-d'œuvre d'ingénierie que de nombreuses civilisations ultérieures n'ont pas approché pendant des siècles. Mais il y avait une erreur fatale. Invisible. Les Romains construisaient leur canalisation en plombe. Ils l'appelaient plumbum. Ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Intoxication au plomb. Lente. Chronique. Sur des générations. Certains historiens et scientifiques spéculent encore sérieusement aujourd'hui que cet ennemi invisible, enfoui au cœur du réseau hydraulique, aurait pu contribuer au déclin lent de l'Empire. La plus grande réalisation civilisatrice des Romains contenait peut-être son propre poison. Numéro 15. Le micro-ondes a été inventé par une barre chocolatée. 1945. Percy Spencer, ingénieur chez Raytheon, travaille en pleine Seconde Guerre mondiale sur des magnétrons, des appareils qui génèrent des micro-ondes à haute fréquence pour les systèmes radars. Une technologie qui sauve des vies. Une technologie qui décide de la guerre. Et puis il remarque quelque chose. La barre chocolatée dans la poche de sa veste a fondu. Sans feu. Sans cuisinière. Sans aucune source de chaleur extérieure. Spencer n'est pas le genre d'homme à ignorer les coïncidences. Il place des grains de maïs soufflés près du magnétron. Ils éclatent, en quelques secondes. Il essaie avec un œuf. Il explose, directement dans le visage d'un collègue curieux. À ce moment-là, le micro-ondes est né. Raytheon dépose le brevet dans l'année, le premier appareil commercial, le Radarange, et est présenté en 1947. Près d'1,80 m de haut, environ 340 kg, et aussi cher qu'une voiture de milieu de gamme. Il a fallu des décennies pour que le micro-ondes entre dans les cuisines ordinaires. Aujourd'hui, on en trouve dans presque chaque foyer du monde. Tout ça a commencé avec une barre chocolatée fondue dans une poche de veste. Numéro 16. Cléopâtre n'était pas égyptienne. L'image est connue et profondément ancrée. La souveraine exotique au bord du Nil, parée d'or et de lapis-lazuli, incarnation de l'Égypte ancienne. Mais Cléopâtre VII était issue de la maison des Ptolémées, une dynastie macédonienne grecque qui remontait à Ptolémée Ier, un général d'Alexandre le Grand qui s'était emparé de l'Égypte après la mort d'Alexandre. Ethniquement, elle était grecque. Et beaucoup de ses ancêtres n'avaient même pas appris la langue du pays qu'ils gouvernaient. Cléopâtre a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a appris l'égyptien. Elle a vécu la culture égyptienne, adopté ses dieux, ses rituels, ses symboles. Elle était la première de toute sa lignée à pouvoir communiquer directement avec les Égyptiens de souche. Une souveraine grecque devenue icône égyptienne pour l'éternité. L'histoire est rarement aussi simple qu'elle en a l'air au premier regard. Numéro 17. L'anglais est un assemblage linguistique improbable. L'anglais est aujourd'hui la langue mondiale de la science, du commerce, de la diplomatie. Mais son histoire est tout sauf pure ou linéaire. Ses racines les plus anciennes remontent au 5e et 6e siècle. Des tribus germaniques, les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent la Bretagne et apportent leur dialecte. Puis, en 1066, la conquête normande change tout. Avec les Normands arrive l'ancien français. Et il marque l'anglais dans les domaines du droit, de l'art, de la noblesse et de l'administration jusqu'à aujourd'hui. Le latin suit, porté par l'Église et la science. Le grec suit, porté par la Renaissance. Et ensuite, à travers l'empire colonial britannique qui s'étendait sur tous les continents, viennent d'innombrables autres influences. Le hindi, l'arabe, le malais, le nahuatl et tant d'autres. L'anglais n'est pas une langue organique avec une identité claire. C'est une mosaïque, assemblée par des conquêtes, des échanges commerciaux, et des migrations et des rapports de force. Une langue qui absorbe tout, et en fait quelque chose d'unique et d'inimitable. Numéro 18. Colomb ne savait pas où il était. 1492. Colomb prend la mer. Pas à la recherche de l'Amérique, dans son esprit, ça n'existait pas. Il était convaincu de pouvoir atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest. Ses calculs étaient faux. Fondamentalement faux. Il avait massivement sous-estimé la circonférence de la Terre. Quand il a finalement touché terre dans les Caraïbes après des semaines de navigation, il était certain. C'est les Indes orientales. C'est l'Asie. C'est pourquoi il a appelé les habitants qu'il a rencontrés des Indiens. Un nom fondé sur une simple erreur géographique, qui a pourtant traversé les siècles et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. C'est Amerigo Vespucci qui, quelques années plus tard, a compris et formulé publiquement.
Ce n'est pas l'Asie. C'est un nouveau monde entièrement. L'un des moments les plus lourds de conséquences de toute l'histoire humaine. Et il a commencé par une erreur de calcul. Numéro 19. Benjamin Franklin adorait la dinde. Benjamin Franklin. Diplomate, inventeur, homme d'État, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Et un admirateur sincère et passionné de la dinde. Dans une lettre privée à sa fille, il écrit que l'aigle à tête blanche comme symbole national est un mauvais choix. Un oiseau au caractère douteux qui vole sa proie aux autres oiseaux. La dinde, en revanche, est un vrai oiseau américain, courageux, plein de caractère digne et capable d'attaquer un grenadier britannique si nécessaire. L'histoire populaire selon laquelle Franklin aurait officiellement proposé la dinde comme oiseau national est une simplification. Mais son admiration réelle et profondément ressentie pour l'animal, attestée et documentée, et quelque part terriblement humaine. Même les plus grands penseurs de l'histoire ont leur lubie. C'est peut-être justement ce qui les rend vraiment grands. Numéro 20. La Statue de la Liberté n'a jamais été conçue pour les immigrants. La Statue de la Liberté. Le port de New York. Ellis Island. Des millions d'immigrants épuisés et pleins d'espoir arrivant d'Europe, voyant dans cette statue la promesse rayonnante d'une vie nouvelle. Une image iconique. Mais ce n'était pas le message d'origine. La statue était un cadeau de la France aux États-Unis. Pour célébrer le 100e anniversaire de l'indépendance américaine et comme symbole de l'amitié entre deux nations partageant les idéaux de liberté et des Lumières. La torche représente la lumière de la raison et de la connaissance. La tablette porte la date du 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance américaine. Les immigrants, pas mentionnés. Le lien avec l'immigration est venu plus tard, et il est venu par les mots. Par le poème d'Emma Lazarus, de New Colossus, gravé sur le socle de la statue, qui la transforme en mère des exilés, accueillant les fatigués et les pauvres du monde entier. Un poème. Et il a changé pour toujours la signification d'un monument national. Les mots ont un pouvoir. Ne l'oublions jamais. Et voilà, l'histoire comme vous ne l'aviez jamais entendue. 20 faits. 20 moments où la réalité écrase le cliché. Si vous en voulez encore, abonnez-vous, activez la cloche. Et dites-nous dans les commentaires quelle époque vous voulez explorer ensuite. On se retrouve très vite.